Et pour les jardins scolaires, nous avons les coordinateurs ou bien la coordinatrice des jardins Slow Food. Et cette personne, c'est vous, finalement, qui supervisez plusieurs jardins et vous êtes les liens entre les jardins et Slow Food. Au niveau des jardins, que ce soit un jardin communautaire ou un jardin scolaire, il y a une personne, un homme ou une femme, qui est responsable pour la gestion quotidienne et directe du jardin. Cette personne-là, on l'appelle les ou la responsable du jardin. Dans les cas, dans les cas de jardin scolaire, les responsables ou la responsable peuvent bien être un professeur, un enseignant ou bien quelqu'un d'autre. La troisième personne clé au cas des jardins scolaires, c'est le directeur ou la directrice de l'école qui, comme nous tous savons, prend toutes les décisions au niveau du jardin scolaire. Donc, coordinateur, coordinatrice des jardins Slow Food, vous, les responsables ou la responsable du jardin scolaire ou communautaire, qui est la personne qui gère au niveau quotidien et direct les jardins, et les directeurs ou directrices de l'école, dans le cas des jardins scolaires. Alors, quand est-ce qu'il faut remplir les formulaires F1 et F2? Les formulaires F1, c'est les formulaires qu'il faut remplir au moment où on établit un jardin. Vous pouvez, peut-être vous avez vu qu'on a remporté, qu'on a transféré 3 questions du formulaire F2 dans le formulaire F1, qui c'est la localisation administrative, les données GPS et la dimension du jardin dans le F1. Comme ça, avec F1, nous avons toutes les informations qui donnent un profil général sur les jardins. Alors, F1 doit être rempli au début, le moment où on établit un jardin. Alors que F2, c'est un formulaire qui capture des informations sur les jardins, sur ce qu'on a fait dans les jardins. Donc, les cultures qu'on a cultivées, comment est l'organisation de gestion du jardin, quel type de pratiques agricoles on a utilisées. Et des informations aussi sur l'utilisation de la production. Donc, le F2, il faut les remplir en campagne, vers la fin de la campagne ou bien quand la campagne vient de s'achever. Et comme vous savez, pour cette question, il faut refléter le point de vue collectif de tous les membres du jardin. Dans le cas du F1 et du F2, c'est préféré si vous pouvez les remplir directement sur la plateforme électronique en ligne Confluence. Et vous avez reçu les liens pour y arriver. Mais si vous n'avez pas suffisamment d'accès raisonnable à Internet, on peut partager les documents en format Word de manière que vous pouvez à la fois imprimer et remplir les formulaires au moment où vous partez sur le jardin ou sauvegarder les formulaires électroniques sur votre appareil et les remplir et les sauvegarder dans votre appareil offline. Et après, quand vous rentrez chez vous, vous pouvez les transférer en Confluence. Est-ce qu'il y a des questions sur ces aspects? Silence, on les prend comme tout intégré. Merci beaucoup, Tulia. Parfait, vraiment, c'est encore clarifié pour les deux. Seulement, je voulais attirer l'attention sur la première, si on peut revenir au premier, là où il y avait les personnes clés. Premier. Voilà, je crois que si vous regardez, on a mis pour les jardins scolaires à la fin, le point 3,
c'est dit là, la responsable du jardin communautaire. Peut-être qu'on va corriger communautaire pour mettre scolaire. Tout à fait. Merci, Jean-Marie. Voilà. Donc, on pourra le corriger après. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Voilà, bonne continuation. OK. Alors, les deux formulaires F1 et F2 ont au leur début des questions qui sont les mêmes. Les faits, on vous demande pardon pour devoir répéter et réintégrer la même type d'information, mais ça nous aide après pour vérifier que chaque F1 est analysé avec le F2 pertinent. Alors, ici, on a l'information sur les pays, les noms du jardin, les codes Slow Food du jardin qui est rempli par Slow Food même, les types de jardins scolaires ou communautaires, la date d'établissement du jardin, les noms de la personne qui remplit le formulaire, donc si c'est vous, votre prénom et votre nom de famille, les rôles de la personne qui remplit le formulaire. Alors, dans les cas jardin communautaire, on a les coordinateurs ou coordinatrices de jardin ou bien les responsables ou la responsable du jardin ou une autre personne que vous décidez à qui vous déléguez la responsabilité de remplir le formulaire. Dans le cas de jardin scolaire, on a les mêmes cas de figure plus le directeur ou directrice de l'école. Et après, les courriels et la date de compilation du formulaire. Alors, quand on entre les données directement en Confluence, ces champs se remplissent automatiquement. Si vous les remplissez en Word, on vous prévient d'indiquer la date dans laquelle vous les compilez. Dans F1 pour le jardin scolaire, on demande aussi les données de contact pour le directeur ou directrice de l'école. Donc, les noms, les courriels et le numéro de téléphone. Normalement, on n'a pas de problème avec ce type d'informations d'après ce qu'on a vu des formulaires que vous avez déjà envoyés. La question suivante, soit dans le cas scolaire, jardin scolaire et jardin communautaire, ce sont les informations sur les coordinateurs et la coordinatrice des jardins Slow Food. Alors, on demande les noms, les courriels, le numéro de téléphone. On demande les genres, femmes ou hommes, la profession et l'occupation principale. Au début, ici, on demandait aussi la date de naissance, jour, mois, année. Après, on a vu que ça compliquait beaucoup l'analyse pour nous, donc on a décidé de demander seulement l'année de naissance. Donc, si vous êtes né, disons, le 28 mai de 1993, indiquez seulement 93. La question suivante, ce qui est pertinent seulement aux coordinateurs, coordinatrices de jardins Slow Food, est sur quel autre projet, activité de Slow Food, vous avez participé. Irène, tu la prends ou est-ce que tu veux? Oui, si tu veux, je la prends. Merci. Sur cette question, on a vu qu'il y avait parfois de la confusion. Donc, c'est pour cela qu'on la mentionne de façon spéciale. Quand on demande si le coordinateur qui est en train de remplir la coordinatrice des jardins a eu affaire avec ces projets-là, donc le projet Arche de goût, le projet Sentinelle, le projet Marché de la Terre, l'Alliance des cuisiniers ou Slow Food Travel, on ne demande pas si la personne la connaisse, le projet. Bien sûr, la majorité d'entre vous a eu affaire avec plusieurs entre ces projets-là. Mais on demande vraiment si cette personne a aussi travaillé sur ce projet, a donné des contributions actives à la réalisation, par exemple, de l'Arche de goût et sa communauté, s'il a contribué dans le travail sur une sentinelle,
s'il participe à un marché de la terre, etc. Donc, si vous avez nommé un produit pour l'HCQ, c'est parfait d'écrire oui dans la réponse. Mais cela nous a surpris quand plusieurs ont répondu oui aussi au projet Slow Food Travel, qui notamment dans tous les pays du continent africain est très peu réalisé encore. Donc, on ne demande pas si vous connaissez qu'il y a un projet Slow Food Travel, mais si vous avez participé à un projet Slow Food Travel dans votre pays. Et cela, c'est pour tous ces projets-là. Donc, on marque oui seulement si on a concrètement, réellement participé à la réalisation de ces projets-là pour votre communauté ou votre pays. Merci. Merci, Irène. Est-ce qu'il y a des questions? Apparemment, non. Donc, on continue. Allô, allô? Oui, Oui, une question. je vous en prie. Concernant les projets auxquels les coordinateurs ont participé. Bon, autre, veuillez préciser. Il y a eu le projet 1000 jardins, ensuite 10 000 jardins. Je ne vois pas apparaître ça quelque part. Ah, OK. Si je comprends, c'est parce que le formulaire s'adresse à ceux qui travaillent concrètement sur le projet des jardins potagers, qui au tout début s'appelait 1000 jardins, après on l'appelait 10 000 jardins, maintenant on l'appelle simplement jardin potager. Donc là, on ne l'a pas rentré dans cette liste parce que là, on veut seulement savoir si, autre que le projet des jardins, vous avez aussi été actif dans d'autres projets et lesquels? Ok, c'est compris, merci. Merci à toi, Yeo. Il y a d'autres mains levées? Attendez que je ne vois pas. Il y a la main de Mokhtar. Oui? Oui, bonjour. Je voulais juste avoir qu'est-ce que c'est le projet Slow Food Travel. Okay. C'est nouveau pour moi, je ne connais pas ça. Oui. Je vais dire vraiment très peu là-dessous, mais on peut ajouter par email ou Jean-Marie peut vous renseigner mieux que moi. D'accord. C'est un projet qu'on a réalisé en quelques pays et qui cherche à mettre en lien différents acteurs qui s'occupent de l'accueillance, disons, d'accueillir des touristes. Mais des touristes qui veulent connaître le pays ou la région qu'ils visitent à travers les producteurs, les produits traditionnels et les activités qui sont menées par Slow Food dans cette terroir, dans cette région. Donc, un exemple, il y a ce projet-là. On a cherché à la réaliser peut-être en Afrique, je pense au Kenya, en Ouganda, au Maroc, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont été activés à la fin. Jean-Marie? Ok, merci Nadina. C'est pourquoi que tu as essentiellement dit, hein, le Slow Travel, c'est vraiment un nouveau, c'est-à-dire que ce n'est pas bien utilisé de par à notre niveau, c'est surtout l'Afrique de l'Est où ils ont quand même tenté de le faire. C'est tout la même chose comme les marchés de la terre aussi. Hein. C'est des projets qui n'ont pas été encore développés à notre niveau, mais qui aussi se répondent à des spécificités données. Donc, le Slow Travel, c'est en rapport avec vraiment l'action touristique, comment faire découvrir les bons propres et justes à travers cette dynamique touristique. Bon, donc, de toute façon, on aura le temps d'en échanger pour voir un peu aussi ce qu'on peut faire. Alors, pour ma question, ce n'était pas une question, je voulais juste m'excuser parce que j'ai oublié de me présenter quand j'avais pris la parole et j'avais voulu que ceux qui prennent la parole maintenant puissent se présenter. Donc, j'endosse la responsabilité. Et donc, moi, c'est Kolga Jean-Marie, le conseiller international Slow Food pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique francophone. Je suis du Burkina Faso et je voulais souhaiter que ceux qui prennent la parole puissent se présenter. Comme ça va permettre que chacun de nous puisse se faire une idée de d'où est la personne et voilà ce que se fait. Voilà, merci. Merci à toi, Jean-Marie. On continue ou est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, vas-y, Tulia, merci. Merci. Alors, on reprend les informations, les profils du coordinateur.
on pose la question sur les antécédentes. Donc, si vous, le coordinateur ou la coordinatrice des jardins Slow Food, a expérience dans les domaines de l'agriculture, des jardins potagers, si a suivi, si a participé à des formations de Slow Food ou à d'autres formations. On demande aussi les diplômes et les d'études secondaires et universitaires. Alors, on sait qu'il y a des gens qui ont 2 diplômes universitaires, soit dans le domaine de l'agriculture, soit dans un domaine lié à l'agriculture et non lié à l'agriculture. Mais ce n'est pas très fréquent. Donc, on vous demande de faire attention et de cocher oui seulement dans les cas où il y a dans les deux options, cocher oui seulement quand vraiment la personne qui répond a 2 diplômes universitaires. Autrement, cocher oui seulement au cas s'il y a un diplôme universitaire au sujet lié à l'agriculture ou non lié à l'agriculture. La dernière question sur les coordinateurs et la coordinatrice, c'est la fréquence des visites. On a noté, c'est relativement facile, on a noté qu'il y a certains coordinateurs ou coordinatrices qui vont plusieurs fois par semaine ou même chaque jour. Dans ce cas-là, utilisez l'option « Autre », veuillez préciser. Mais autrement, je crois que ça devrait être relativement facile. On pose la question, on demande les mêmes types d'informations pour le responsable ou la responsable du jardin. Donc, nom, courriel, numéro de téléphone, année de naissance, même chose qu'auparavant, seulement, veuillez indiquer seulement l'année de naissance. Et même question pour ce qui concerne les diplômes universitaires. Si au cas où il y en a 2, on vous prie de l'indiquer, mais au cas où la personne a un diplôme seulement, on vous prie de cocher la catégorie, l'option correcte. Fréquence de visite du responsable ou de la responsable du jardin. Ici, je crois qu'il y a, oui, ici aussi, il faut que je corrige parce que c'est plus fréquent. Elles ne sont pas exactement les mêmes pour les responsables ou les coordinateurs ou la coordinatrice. C'est ma faute à moi. On va la corriger dans la version qu'on va circuler à tous comme manuel. Comme je disais auparavant, on a transféré dans les formulaires F1 les questions sur la division administrative nationale, sur les données GPS et sur la taille du jardin. Ça, parce que ça va nous permettre de mieux localiser et créer un profil pour les jardins au moment où le jardin vient établi. On s'est rendu compte que cette division administrative, région, province, comté ou district, municipalité, n'existe pas dans tous les pays. Au cas où une de ces options n'existe pas dans votre pays, on vous prie de répondre N/E à non applicable dans la réponse. Comme ça, on sait que ce n'est pas quelque chose que vous avez oublié, mais c'est quelque chose qui n'existe pas dans votre situation. La question sur les données GPS est relativement complexe parce qu'on s'est rendu compte que probablement chaque appareil indique les coordonnées, latitude et longitude de manière différente. Alors, ça veut dire que quelquefois, on a des problèmes aussi dans les transferts des Confluence à Excel, qui c'est la base de données, les fichiers qu'on utilise comme base de données. Il y a des problèmes de transfert des données. Alors, on vous prie de bien vouloir séparer les degrés, que c'est la première chiffre, des autres chiffres par un point et laisser un espace après, pour la latitude et pour la longitude. Dernière question de F1, c'est la taille du jardin en mètres carrés
ou un pied carré. Ici, normalement, on n'a pas vu de problème, donc je crois que c'est une question qui est facile à remplir et vous n'avez pas de problème à donner l'indication. On a vu dans certains cas que la dimension du jardin est un peu inusuelle, trop grand ou trop petite. Dans ce cas-là, on vous contactera individuellement pour vérifier que les valeurs indiquées soient correctes. Donc, c'est seulement quelques cas et donc c'était pas la peine de ressalter ça plus que de ce que je dis. Alors, ici, on termine le F1. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des doutes? Je ne vois pas de mains levées. OK, donc on continue. Oui, je voulais dire quelque chose. Oui, s'il vous plaît. Je voulais dire quelque chose. C'est Victor. Victor Slow Food RDC. Merci. Je voulais dire concernant GPS. Nous avons un challenger pour utiliser les GPS et aussi les marques d'appareils. Okay. C'est ça un grand problème pour nous. Donc, on ne sait pas comment faire par marque de l'appareil à question. Parfois, il faut allouer. Parfois, votre téléphone, un téléphone smartphone a la possibilité d'indiquer les coordonnées. Mais si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave, on fait ça. Et Tulia, sur cela, je pense que Amidou peut répondre parce que c'est une question qu'il a adressée plusieurs fois dans les formations pour les jardins, je pense. Amidou, est-ce que tu veux répondre? Amidou, que je vois ta main levée aussi. Samba, tu es là? Bien sûr. Oui, allô? Merci. Oui, vous me recevez? Oui. OK, parfait. 5 sur 5. J'ai levé la main. J'ai levé la main expressement pour ça et pour pouvoir répondre à cette question. Et bon, comme Jean-Marie l'a si bien dit, je me présente, je suis Amidou Samba du Burkina Faso. Je suis le référent national des jardins potagers et le responsable des groupes thématiques aussi Afrique francophone pour les jardins. Et disons que la question des GPS, c'est une question qui nous a beaucoup, Jean-Marie est témoin, nous a beaucoup emmerdé, ça nous a beaucoup tracassé. Et finalement, nous avons trouvé la solution. Et toujours est-il qu'il faut toujours avoir de la connexion. Il existe de nos jours des applications, par exemple, qu'on peut trouver sur Play Store, et qui peuvent nous donner vraiment des coordonnées GPS. Voilà. Donc, on se retrouve à l'intérieur du jardin. Dès qu'on a installé l'application, on met la connexion et puis, bon, on appuie et ça nous donne les coordonnées GPS du jardin. Voilà. Et c'est des coordonnées vraiment approximatives, mais je crois que c'est nettement mieux. Et nous arrivons à fonctionner sur cette base-là. Voilà. Je ne sais pas si j'ai un peu répondu à la question. Et voilà. Merci beaucoup, Amidou. Merci. Je vois qu'aussi il y a Yeo. Oui. Tu as levé la main. Oui, j'ai levé la main. Oui. Bon, il y a une partie des réponses. Bon, ce que je voulais donner comme réponse, c'est ce que Amidou vient de donner. Bon, je me présente, c'est Yeo Yacouba de Côte d'Ivoire, coordination nationale de Côte d'Ivoire et référent des jardins potagers en Côte d'Ivoire. Donc, ce que Amidou a dit, c'est ce que je voulais dire. Donc, je n'ai plus rien à ajouter. Mais je vais revenir sur la question 10. 10A. Genre, femme, homme. Oui. Vous m'entendez? Oui. Oui, on t'entend très bien, Yo. Oui. Genre, femme, homme. Tu veux devenir femme? Est-ce que c'est le nom
Est-ce que c'est le nom on met, parce qu'il y a des jardins potagers où nous avons en même temps des hommes et des femmes. Est-ce que c'est le nombre de femmes et le nombre d'hommes qu'on met, ou bien on met seulement le jardin si c'est femme ou bien si c'est homme? Au cas où il y a les deux, on fait quoi? On t'a dit la responsable du jardin. Oh. Alors, les noms, C'est question dit c'est responsable. Est-ce que je peux répondre? Ah oui, excusez, Est-ce que je n'ai je pas peux fait attention. Non, ça va. On Ça t'a va, dit ça la va. responsable du jardin. C'est responsable, pardon. C'est responsable, pardon. Je pensais que c'était le genre. Voilà. Voilà, ok, c'est compris. Voilà. Ça va. Merci. Yo, je sais que tu n'as pas pris de café avant de venir. Ok, Ça pas va aller. Non, je gêne. Ok. Oui, c'est vrai. Donc, je baisse Ça se comprend. je baisse la main. Merci, yo. Merci. C'est bon toujours bien de Merci. poser la question pour comprendre. Quoi. Merci. Yo. Oui, merci. Je vois la main levée aussi de Maurice. Et après, il y a Bruno, Mokhtar et Adam Atiam. On commence avec Maurice. Maurice? Oui, allô, bonsoir Allô. le monde. Oui, bonsoir Comment va, Tom. Maurice? Oui, moi c'est Obale Maurice et je suis le référent des jardins potagers au Bénin. Alors, j'ai une question concernant la superficie des jardins. À des endroits donnés, surtout en milieu rural, on constate qu'on a la petite superficie, une superficie donnée du jardin qui est représenté auprès de l'école. Mais en dehors de cette superficie, l'école a l'habitude de faire de ces cultures, par exemple, cultures céréalières. Et donc, je voudrais savoir s'il faut ajouter cette superficie-là au jardin. C'est-à-dire, ils ont leur jardin, mais ils cultivent côté du manioc, du maïs ou du niébé. Est-ce qu'il faut ajouter à la superficie jardin cette superficie ou carrément mettre uniquement la superficie du jardin? Uniquement. Merci, C'est la Maurice. question. Merci. Oui. Si je peux répondre, et puis vous allez me corriger, Tulia, Amidou, si je me trompe. Je dirais que si la parcelle dédiée aux cultures plus vastes, disons, qui ne sont pas exactement le petit jardin, sont gérées de la manière dont Slow Food a entraîné, ça veut dire que peut-être il y avait déjà le maïs, la manioc, tout cela, mais après les formations, ils ont commencé à les gérer de manière agroécologique. Et il y a les mêmes gens impliqués dans les jardins s'occupent aussi de cela. Bon, on va bien sûr le garder dans les comptes de la superficie du jardin. Si au contraire, la superficie dédiée aux cultures vastes est gérée de manière, disons, commerciale et non agroécologique et par des personnes différentes, alors elle n'est pas partie du jardin potager Slow Food. tout à fait Ça d'accord. Oui. Allô? Merci. Il y a Bruno peut-être? Bruno? Jean-Pierre, ton micro n'est pas activé. Bruno, il faut activer ton micro. Réactivé. OK. Bon, maintenant, bon, moi, c'est Bruno Atoudou, Slow Food Bénin, coordonnateur national. Je voulais faire un apport par rapport au code de GPS. Comme Amidou l'a dit, Amidou Bourkina l'a dit, il y a de petites applications qui permettent d'identifier rapidement la position. Si vous tapez par exemple sur Google Ma Position, c'est une application, vous pouvez télécharger très facilement sur votre téléphone et en connexion sur place, sur le jardin, cette application, ma Position, peut vous aider à identifier votre position. Okay. Il y a plein d'autres, par exemple, Where I Am. Vous tapez Where I Am aussi sur Google, ça vous conduit vers une application que vous pouvez télécharger aussi.
Mais avec la spécificité avec Bwerayam, même si vous n'êtes pas en connexion et que vous vous connectez régulièrement, Bwerayam se met à jour et dès que vous êtes hors zone aussi, il vous permet d'avoir à peu près la position UDS. Voilà. Merci. Merci beaucoup. C'est un bon point. Excusez, je vais vite parce que je pense que sinon on ne va pas avoir assez de temps pour le reste de la présentation. Donc là, je vois qu'il y a Mokhtar. Mokhtar? Bonjour, c'est Mokhtar Sow de Mauritanie. Bon, à travers les différentes interventions, j'ai un peu compris l'attitude et longitude de GPS. Ce que je voudrais dire en Mauritanie, c'est que nous, on a un problème de connexion. Même, il faut être vraiment en ville, surtout en nocturne, pour se connecter à l'intérieur. Il y a des problèmes de connexion qui se posent. Donc, cette question, je ne sais pas comment vraiment on pourrait la remplir facilement. Je ne sais pas. En tout cas, ça serait très hypothétique. Voilà, merci. Bon, on va régler ça. Après, sur la plateforme WhatsApp des jardins, avec Samba et puis voilà, on va vous donner des applications que vous allez télécharger. Vous n'aurez pas besoin peut-être de la connexion, mais vous pourrez le faire avec une application. Voilà, on va gérer ça dans la plateforme. Très bien, merci. Parce qu'il y a des applications qui marchent avec de très faibles connexions et qui donnent des coordonnées. Ah, c'est bien, c'est bien. Moi, je n'avais pas cette information. On gère ça dans le groupe, quoi. Ok, merci beaucoup. Merci. Maintenant, c'est Adamatiam, je pense. Et désolé, je vais muter les autres parce que sinon, ça risque de ne pas entendre bien. Hein? Bonjour. On t'entend difficilement, hein? Il faut que tu l'actives un peu, on t'entend difficilement. Allô? Oui, on attend. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Encore point de l'éducation du Mali aussi. La question, c'est on a dit le responsable du jardin, plus le directeur du jardin. Maintenant, si il se trouve que le responsable, c'est le directeur même, on va remplir cette partie, on va remplir les deux. Merci. Je demande à Samba qui peut-être a entendu bien, s'il veut répondre, parce que moi, je n'ai pas bien entendu. Je n'ai vraiment pas saisi sa question. Oui, je disais. Oui. Tiens, moi, maintenant, on t'entend bien. Je disais. Voilà, on t'entend bien. Voilà. Oui, je disais. Okay. Au niveau des responsables des jardins et le directeur des jardins, oui. Est-ce que si le responsable du jardin, c'est le directeur, en même temps? Donc, on va remplir une seule fois où le directeur va écrire son nom. OK. Oh, OK, d'accord, je comprends. J'allais dire que c'est oui ou non et non à la fois. Il arrive, chez nous, par exemple, nous avons des cas de figure où, par exemple, le directeur de l'école est en même temps le responsable du jardin. Comme le directeur de l'école peut être là, et il y a un autre enseignant qui est responsable du jardin. Voilà. Nous avons ces deux cas de figure. Ma question, c'est ça. Parce que chez moi, je suis le responsable et le directeur du jardin en même temps. Voilà. Donc, je crois que ça ne pose pas de problème. Je parle sous les ailes de Jean-Marie. OK. Maintenant, j'ai une deuxième question. Oui. Tiens, ta question, c'est quoi? Ta question entre la responsable du jardin et puis le directeur, c'est pour le remplissage? Oui, c'est pour le remplissage. Comme il y a une partie qui est prévue pour le responsable et une partie pour le directeur? Oui. Comment il faut faire, quoi? Comment? Parce que moi, je suis les deux à la fois. Je suis le responsable et le directeur. Tu peux répondre parce que c'est vous qui vous occupez de la base. Donc.
Il y a quelqu'un qui est très important là, mais je dirais que tu peux remplir 2 fois. Voilà. Ok. Comme ça, il n'y a pas de part. J'ai une deuxième question, s'il vous plaît. Parce que nous travaillons avec les enfants surtout, à l'école. Maintenant, le problème, c'est quoi? Parce que d'un côté, on voit non au travail des enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que souvent, on travaille avec les enfants, mais il y a une organisation qui dit non au travail des enfants. Et nous sommes avec les enfants très souvent dans les jardins. Jean-Marie. Je demande la parole. Ça m'a vas-y. Ok, parfait. Oui, allô. Je crois que non, ici... Guillaume, attendez, à Samuel qui réagit d'abord. Guillaume, qui réagit d'abord. Je crois que ici, la question est très claire. Là, il ne s'agit pas de travail d'enfant. Non, non, non. Là, il s'agit d'une éducation des enfants. Le contexte est très clair et c'est vraiment très différent. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, voilà, dans les implantations des jardins scolaires, lorsque nous réunissons les gens dans le cadre de la formation pour le lancement des jardins Slow Food, nous aimons faire participer les enseignants, la communauté éducative, la municipalité, la hiérarchie éducative, l'association des mères éducatrices et l'association des parents d'élèves pour qu'ils comprennent le contexte. Ce n'est pas une question de travail des enfants, non, c'est une question d'éducation des enfants. Voilà pourquoi Slow Food parle d'éducation au goût. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau. Merci bien, Samba. Il y a Guillaume qui voulait réagir. On prend Guillaume et puis on part rapidement parce qu'on a un problème de temps. Guillaume, allez-y. Merci beaucoup. On m'entend? Oui. D'accord. Je voulais juste revenir sur ce que le camarade a dit tout à l'heure. Parce que comme on le fait, nous sommes dans un système éducatif où on travaille par rapport à un emploi du temps. Et sur cet emploi du temps chez nous en Côte d'Ivoire ici, il y a un coin où il est mis activité coopérative. Très bien. Donc, je pense que c'est une plage horaire qui est prédéfinie déjà dans l'emploi du temps qu'on doit exploiter. Et chez nous aussi, en plus du directeur, on a des activités extrascolaires. On a un responsable de la coopérative, on a un responsable du sport, on a un responsable de l'environnement, on a un responsable de la santé. Donc, chaque maître, c'est-à-dire en plus du directeur, chaque maître a une activité extrascolaire. Donc, du coup, le responsable, le tuteur de coopérative devient automatiquement responsable du jardin. OK. Parfait. Voilà. Maintenant, la deuxième intervention, pour ce qui concernait tout à l'heure, ce qui vient d'être dit tout à l'heure, ce n'est pas un travail d'enfant. Si ça fait partie de leur plage horaire, de leur emploi du temps, je pense que c'est pour que les enfants puissent s'imprégner des différentes techniques culturelles et puis la connaissance de tout ce qui est culture et autres. Donc, voilà un peu ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup, Guillaume. Je crois que tu gardes la question, on va en débattre dans le groupe thématique jardin. C'est une question importante pour chacun. Exactement. Merci beaucoup. Irénée, tu es là? Je pense qu'on va continuer pour gagner du temps. Irénée? Oui, et je demanderai à... Je vois qu'il y a encore la main levée de Maurice, mais je Maurice, pense on va pas continuer un peu? Maurice, oui. Ce n'est pas l'ancien doigt, l'ancien main. Maurice, c'est un ancien main ou... Non, c'est pas l'ancienne, mais je l'ai relevé. Bon, je crois que c'est une question qu'on va reverser dans le groupe pour en discuter. Mais tu peux aller pour... Okay, d'accord, bon, si c'est le cas, je vais baisser ma main d'abord pour qu'on puisse gagner du temps. D'accord, okay. Vous pourrez revenir. Oui, ça peut aller. Oui. Merci pour la compréhension. Oui, merci beaucoup parce que c'est très intéressant d'échanger et c'est vrai que c'est moi qui ai demandé de n'être pas timide. J'apprécie beaucoup, mais c'est seulement qu'on a 2 heures et ça ne va pas être suffisant sinon pour adresser toutes les questions du formulaire 2 qui est en effet aussi plus complexe. Donc, je demande à Toulia d'aller avec la deuxième partie. Merci. Okay. Merci Irène, merci à tous pour les contributions très intéressantes. Alors, F2. Ici, on entre vraiment dans les caractéristiques de la campagne et du jardin. La première question réelle des F2 relate de quelle campagne agricole on est en train de parler, on est en train de décrire depuis l'établissement du jardin. Cette question vise à entendre s'il y a un changement dans la manière où les jardins produisent
au fur et à mesure qu'ils travaillent. Donc, on vous demande d'indiquer si la campagne dont on discute, dont on relate dans ces formulaires, est la première, deuxième, troisième, jusqu'à la 7e campagne agricole depuis l'établissement du jardin. Dire c'est oui ou non, cocher oui ou non, et indiquer de quelle année civile on est en train de parler. Donc, si vous êtes en train de travailler à la fin de cette année de 2022, il y aura un jardin pour lequel c'est la première qui a été établie en 2022. Et donc, celle-ci, c'est la première campagne agricole. Vous cochez oui à première et non dans les autres. Et vous indiquez 2022 dans la deuxième partie de la question. Mais si par hasard, il s'agit d'un jardin qui a été établi en 2019, mais on part toujours de la campagne agricole 2022, on coche oui à troisième campagne agricole, 4e, 2019, 2020, 2021, 2022, donc 4e campagne agricole et année civile 2022. J'espère que ça aide à comprendre. Donc, ici, on a écrit quelles sont les questions à répondre. Ensuite, on pose les questions sur les partenaires que les jardins dont vous donnez les informations ont. Donc, les noms de la communauté ou de convivium, s'il y a des jardins jumelés et les noms de ces jardins jumelés, et s'il y a d'autres partenaires qui soutiennent ces jardins-là. Je ne sais pas pourquoi il y a eu cette ligne rouge. Je n'ai pas compris d'où est-ce que ça vient, mais on peut vivre avec. Donc, ici, ce sont les partenaires et d'après votre réponse, j'ai vu que normalement, il n'y a pas de problème avec ces questions. La question suivante, ça seulement pour les jardins scolaires, on veut comprendre quelle est la dimension approximative de l'école. Donc, on vous demande d'indiquer le nombre d'élèves de sexe féminin ou de sexe masculin qui fréquentent cette école chaque année. C'est un nombre approximatif, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à la dernière chiffre, mais avoir un ordre de grandeur des élèves. La question... Pardon, Julia, je voulais juste un mot par rapport à l'aspect partenariat. Voilà, je voulais dire que ce point est quand même un peu important de dire un mot, parce que le fait qu'on souhaite connaître s'il y a des partenaires au niveau du jardin, ce n'est pas vraiment pour connaître s'il y a des financements ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment pour voir une dynamique de collaboration qui se fait pour la vie du jardin. Et c'est aussi important pour qu'on sache que l'intervention de celui-ci peut attirer aussi d'autres partenaires qui accompagnent l'école ou la communauté ou le groupe, et ça peut être très bien. Donc, s'il y a, par exemple, des gens qui apportent en tout cas un appui pour le fonctionnement des jardins de l'école, c'est toujours bien de savoir que vraiment, on n'est pas les seuls à promouvoir cette philosophie du bon propre et juste. Donc, vraiment, s'il y a des partenaires, c'est bon de les souligner, mais peut-être ça peut être pas trop bien compris et malheureusement, on peut ne pas avoir des informations à ce niveau. Et c'est vraiment juste pour connaître s'il y a vraiment de la collaboration et de la dynamique de terrain avec des partenaires autrefois. Merci. Merci, Jean-Marie. Bon, alors, si pour les écoles, on demande le nombre des élèves, jeunes femmes, jeunes hommes qui fréquentent l'école, pour les jardins communautaires, on veut avoir une idée plus précise des participants, des membres du jardin communautaire. Alors, on vous suggère chaleureusement, en collaboration avec le responsable ou la responsable du jardin, vous préparez une liste complète avec ces types d'informations sur les membres des jardins, de chaque jardin. Alors, la liste devrait inclure les prénoms et les noms, les genres, l'année de naissance,
depuis quand la personne est membre, ses contacts, si il ou elle est chef de famille ou membre d'un ménage, et s'il y a d'autres membres du jardin communautaire qui sont membres du même ménage. Et il faudrait aussi indiquer si un membre cesse d'être un membre du jardin, pourquoi, la raison pour ça. Aussi, cette liste, il n'est pas nécessaire de la partager avec Slow Food International. Il suffit qu'il y ait une copie auprès du jardin et avec les responsables Slow Food au niveau national. On parle de jeunes ici. Alors, jeune comprend toute personne dans la tranche d'âge de 16 ans à 35 ans. Alors qu'adulte est toute personne à partir de 36 ans d'âge et les enfants, mais on ne demande pas pour éviter les problèmes des enfants qui travaillent, on ne demande pas vraiment l'âge des enfants, combien des enfants travaillent dans les jardins. En plus, les enfants normalement ne sont pas des membres officiels du jardin. Ils peuvent contribuer, ils peuvent apprendre, mais ils ne sont pas des membres officiels. Alors, une fois qu'on a ces profils, il devrait être facile de remplir, de répondre à la question 23 qui demande combien de membres sont des femmes qui sont chefs de ménage, femmes adultes qui ne sont pas chefs de ménage ou jeunes femmes qui ne sont pas chefs de ménage et même information pour les hommes, hommes qui sont chefs de ménage, hommes adultes qui ne sont pas chefs de ménage, jeunes hommes qui ne sont pas chefs de ménage, ainsi que le nombre de tous les ménages qui sont membres du jardin. En ce qui concerne les groupes de participants au jardin scolaire, on a les élèves, sexe féminin, sexe masculin, les enseignants, femmes et hommes, autres femmes adultes et autres jeunes femmes, autres hommes adultes, autres jeunes hommes. Donc, ceci, c'est très important pour comprendre qui participe et qui est membre du jardin. Donc, ce sont des questions un peu complexes, mais qui sont très importantes pour nous. Et pour vous aussi, parce qu'à travers de ces questions, vous pouvez voir l'évolution de la dimension de chaque jardin. Alors, la question 27 sur l'emplacement du jardin communautaire. Parmi les options, il y a des options qui sont mutuellement exclusives. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on ne peut pas, par exemple, les 3 premières options en rouge, le jardin est soit dans le village, ou bien à la périphérie du village, ou bien loin du village. Mais les jardins ne peuvent pas être à la fois dans les 3 situations. Donc, on vous demande de cocher oui seulement pour l'option réelle. Peut-être c'est la périphérie du village, ou c'est dans le village, ou c'est loin du village. Mais ça ne peut pas être oui à toutes les options. 2 autres options qui sont mutuellement exclusives, c'est DIE, si le jardin est sur des terres communales ou sur terrain privé. Ça doit être oui dans l'une et non dans l'autre, parce qu'un jardin ne peut pas être à la fois sur des terres communales et sur un terrain privé. Même chose pour les options F et G, les terres qui n'étaient pas cultivées auparavant ou qui étaient cultivées auparavant. Donc, oui, on peut cocher oui seulement dans une de ces 2 options. La même question pour les jardins scolaires, seulement que les 3 premiers, c'est plutôt que dans le village, c'est dans l'enceinte de l'école, en dehors de l'enceinte de l'école et loin du village. Ici aussi, on peut avoir une option seulement où on répond oui, les autres 2 doivent être non. On a discuté, on a déjà parlé des terres communales, terrains privés, et terres qui n'étaient pas cultivées auparavant et terres qui étaient cultivées auparavant. Léa? Oui? Voilà. Au niveau des terres communales,
Peut-être qu'on va le remplacer par terre publique parce qu'on parle plutôt de terrain privé et terrain public. Ça fait que quand c'est communal, il peut y avoir des terrains peut-être qui ne pas de domaine communal, mais peut-être du monde public, c'est encore peut-être plus précis. Et peut-être qu'à ce niveau, ça apporte confusion pour certains. Sinon, c'est le privé et le public. Si c'est un terrain public, ça veut dire que ça appartient un peu au gouvernement et tout ça. Ça peut être bien sûr, je crois. Donc, peut-être que, voilà, on peut le mettre. Très bien. Privé. Notez, on va les corriger. Merci bien. OK? Alors, la question suivante, c'est la distance du marché le plus proche. Cette question nous est utile pour comprendre si le jardin a une possibilité réelle de vendre sa propre production. Alors, on a noté que parfois, la distance mise en kilomètres ne correspond pas au temps que ça prend à pied. Alors, on suggère, au moment où vous ne pouvez pas mesurer avec un certain degré de précision en milles en kilomètres la distance, il vaut mieux indiquer seulement le temps que ça prend pour aller à pied de l'un à l'autre. Donc, c'est normalement plus facile à savoir. On demande au responsable combien de temps est-ce que ça prend, mais combien de kilomètres. Ouf, ça prend 20 minutes, mais je ne sais pas combien de kilomètres. Alors, on marque, on coche seulement 20 minutes, 20 ici, dans 29C, et rien dans l'autre, ou 0 parce que vous ne savez pas. La question suivante est sur la sécurité et la visibilité du jardin. Donc, est-ce qu'il y a une clôture? Au cas où il n'y ait aucune clôture, il faut cocher oui à l'option aucune clôture et non à toutes les autres options. Au cas où vous cochez non dans aucune clôture, il faut cocher oui dans les autres options. Clôture végétale, en bois, en fer, fil ou barbelé, ou en briques, adobe et banco. La 31F, c'est sur les panneaux, donc c'est autre chose. Est-ce qu'il y a des questions sur ces deux questions, sur la 29, la distance, l'emplacement et la sécurité? Non. Alors, on peut continuer? Léa? Si. Oui, allez-y. Oui, vas-y. Je voulais qu'elle revienne sur ce qu'elle vient d'expliquer, la sécurité et visibilité des jardins scolaires. Je n'ai pas bien compris, bien saisi ce qu'elle a dit. Concernant aucune clôture, on met non, et puis le reste, on met oui, je n'ai pas bien compris. Alors, s'il y a une clôture végétale ou en bois, ou en fer, ou en brique, vous cochez oui dans la case correspondante, correct? Oui. Dans ce cas-là, vous cochez non dans l'option aucune clôture. OK. D'accord. C'est clair, j'ai compris maintenant. Merci. Mais Voilà. est-ce que on ne peut pas remplacer clôture végétale par la haie vive? Ce n'est pas plus compréhensif comme ça? Oui, pas de problème. On va rajouter haie vive. Voilà. Merci. Bonne suggestion. Merci. OK. Donc, effectivement, je crois que peut-être ce qu'on peut rajouter, en fait, on a clôture végétale, clôture en bois, clôture en fer. Il faut vraiment qu'on soit encore plus chose. Merci à celui-là. Mais en fait, ça veut dire que la clôture peut être en clôture végétale, tout simplement. Ça veut dire qu'on a fait des arbres, comme Léo l'a dit. Il y a une haie qui entoure les jardins. C'est là-bas on clique oui, et puis les autres, c'est non, si ce n'est pas conclu. Par exemple, si la clôture est faite en fer et en fil barbelé, ça veut dire que le jardin est entouré de fils barbelés, vous dites oui. Maintenant, les autres, c'est non. Comme ça, si par exemple, vous avez une partie qui est peut-être faite en briques et une partie en fer, vous pouvez cliquer oui au cas où les deux sont utilisés sur le jardin. Sinon,
Si vous cliquez oui, oui partout, alors que vous n'avez pas de végétal ou de bois, bon, ça force un peu les données. Mais c'est au cas où votre jardin contient une partie de ce qui est dit. Je crois que c'est un peu plus précis. Oui. Je voulais ajouter quelque chose par rapport à la clôture végétale que Yeo posait comme problème. Je crois que clôture végétale, comme heavy, comme il l'a si bien dit, je crois que l'un ou l'autre, il n'y a pas de problème, hein, parce que, par exemple, au Sahel, par exemple, vous allez voir des clôtures qui sont végétales, mais ce ne sont pas des heavy, ce sont des tiges de mil que les gens ont coupées. Ils en ont fait une clôture. Voilà, c'est tout. Ou bien clôture végétale, il faut comprendre ça aussi, que la heavy va inclure à l'intérieur tout ce qui est végétal, en fait. Voilà, merci. Alors, je voulais dire un mot sur le panneau. Alors, je voulais intervenir un peu. On précise que c'est le panneau. Yo, j'arrive. Oui. Il y a le panneau, c'est le panneau d'indication du slow food. C'est ça? Oui. Non, voilà, le panneau avec les noms du jardin. Voilà, les panneaux avec les noms du jardin, c'est très important parce qu'il faut quand même qu'on ait une identité sur le jardin pour des passants ou des visiteurs. Et ça, nous disons quand même que le panneau est très important. Surtout que quand nous évoluons avec la philosophie slow food, ça fait aussi quand même une identité, quoi. Alors, oui. Oui, c'est par rapport. Allez-y. Je veux bien comprendre. Quand tu parles de clôture végétale avec le mil dont il a parlé, est-ce que ça, c'est une clôture? Si on fait une bande autour du jardin avec du mil, arrivé à un moment, on va récolter le mil. Donc, ce n'est plus une clôture. Oui. Bon. Arrivé à un moment, on va récolter le mil. C'est pas du mil. Yo. Oh, bien, Yo. Oui. Yo. Vous ne m'avez pas compris. En fait, au Sahel, si vous prenez un pays comme le Burkina Faso, vous prenez un pays comme le Mali, au Niger, il arrive des fois où, par exemple, après les récoltes, les gens prennent des tiges de mil, des tiges de maïs, voilà. Et une manière de faire en sorte que ces tiges là, voilà, les tiges là. J'ai entendu le mil, je n'ai pas entendu la tige. Voilà. Voilà. C'est bon. C'est bon. OK. Bon, je voulais aussi préciser que, par exemple, chez nous ici, on a des clôtures faites avec du barbelé, mais renforcées par la haie vive. Voilà. Par exemple, ça, c'est deux clôtures en même temps. Voilà. Oui. C'est ça. Donc, dans ces cas, on va cliquer dans clôture végétale et clôture fait barbelé. Pas le contrôle de tuiles en tout cas, mais ça doit être ça. Oui, oui, tout à fait. Vous pouvez. Voilà, c'est ça. Okay. On peut cocher oui dans plusieurs options. Voilà. Si on a vraiment des indications. Merci. À vous. OK. Tiens. Oui. Voilà. Et je voudrais intervenir par rapport aussi à la clôture. Vas-y. Ici aussi au Mali, nous avons les clôtures avec les moustiquaires, c'est-à-dire les anciennes moustiquaires. On les récupère. Non. C'est un fer ou fil ou barbelé. C'est le métal. Oui, c'est la même chose, je dis. Hein. C'est le genre de questions qui vous les réserver, vous les noter dans le groupe du jardin. C'est des questions d'intérêt intéressantes que nous allons débattre ensemble pour vraiment se donner des idées. C'est très bien. Chacun ses initiatives. Je crois que c'est des questions particulières qu'on peut aborder dans le groupe. Je crois que Samba est là et les notes. Et puis, c'est ça. Voilà, ça pourrait faire l'objet du partage ensemble. Quoi. Merci. Oui, si vous pensez que c'est encore différent, vous rajoutez dans l'option, dans la voilà. Autre, veuillez préciser. C'est ça. Dans la question suivante, veuillez ajouter tout commentaire jugé utile sur la sécurité et la visibilité du jardin. Vous avez deux options pour donner d'autres renseignements, d'autres détails. OK? On continue? Oui. Alors, la première question sur les cultures, c'est le calendrier de la campagne agricole par rapport au modèle des saisons de pluie locales. Donc ici, normalement, j'ai vu qu'il n'y a pas de problème pour répondre à cette question,
il faut indiquer si on cultive les jardins normalement pendant la petite ou la grande saison des pluies, ou après la petite ou après la grande saison des pluies, ou bien toute l'année. Donc, je crois qu'ici, il n'y a pas vraiment de problème. Je passe maintenant la parole à Irène sur les cultures annuelles et bisannuelles et d'autres questions. Vas-y. Merci, Julia. Et comme je disais, je ne suis pas agronome, donc je vous demande pardon si je ne serai pas précise sur certaines questions. Mais au moins, je vous donne les informations nécessaires à remplir. Je pense que ça va être suffisant pour ce qu'on fait avec les questionnaires. Donc, dans le formulaire, on a la question 35 sur les cultures annuelles et bisannuelles. Et après, on vous demandera aussi sur les cultures permanentes. On a vérifié hier avec Eddie Mukibi aussi comment on pourrait définir cela. Et donc, ce qu'il faut garder en compte, c'est le cycle biologique des cultures, donc des plantes. Si la plante, du temps qu'elle est semée et qu'elle est récoltée, et après qu'elle est remplacée, combien de mois elle passe là? Ça, c'est la question à se poser. Si ce cycle se passe parmi 3 mois et 12 mois, là, c'est une culture annuelle. Si la même plante a besoin de presque 2 ans pour faire tout son cycle, être recueillie et après être plantée nouveau, donc là, c'est une bisannuelle. Les cultures permanentes sont celles qu'on sait qu'il ne faut pas attendre un cycle pour les renouveler chaque fois. Mais peut-être il prend du temps pour eux pour devenir productifs. Mais après, il faut seulement recueillir et les ménager, disons. Donc, c'est peut-être des arbres de fruits, c'est peut-être les bananes ou des choses comme ça. Et il y avait aussi des exemples qu'on a fait hier avec les amis anglophones et qui, je pense, pourraient aussi s'appliquer au cas de l'Afrique de l'Ouest, par exemple. Donc, une bisannuelle qui avait été mentionnée, c'était le pois caillan. Donc, parce qu'il lui prend plus que 12 mois pour faire tout son cycle biologique. Tandis qu'une annuelle, par exemple, c'était la manioc. Bon, là, si je me trompe, vous allez me corriger, mais je pense que la même, disons, la même durée s'applique dans les deux endroits, dans les deux grandes régions, même si on a des différences de saison, etc. Donc ça, c'était pour dire culture annuelle, bisannuelle ou permanente. Mais dans le formulaire, on demande surtout de dire si le produit qu'on mentionne, c'est un produit arche de goût, une sentinelle, une espèce variété locale ou importée ou d'autres. Là, on a vu qu'il y avait parfois des confusions. Alors, quand on demande si c'est un produit nommé à l'arche de goût ou une sentinelle, on demande de savoir si le produit a déjà été non seulement nommé, mais aussi approuvé. Donc, s'il est déjà dans l'arche ou il est déjà une sentinelle. Et pour cela, pour être sûr si un produit il est déjà sur l'arche ou si est une sentinelle, on fait référence au catalogue en ligne de Slow Food sur le site Internet. On va de toute façon ajouter le lien ici dans le matériel qu'on va après partager avec vous. Mais si vous avez des doutes, si un produit c'est déjà un produit de l'arche ou une sentinelle, ça suffit de le vérifier sur le catalogue en ligne de Slow Food. Au cas où c'est un produit qui est en disparition, à risque, en tout cas, mais il n'est pas encore sur l'arche, en tout cas, il y a la possibilité de le mettre ou comme variété locale ou comme autre. Donc, ce n'est pas... le problème, c'est que, en tout cas, vous allez pouvoir le nommer. C'est seulement à cocher la bonne case. Irène, il y a c'est une faute à moi que je fais. Alors, au lieu des espèces ou variétés importées, ici, le formulaire demande
espèce ou variété en risque d'extinction. OK. Merci, Toulia. En effet, j'avais dit qu'il y avait une différence, mais en tout cas, ça ne change pas ce que je disais. Ça change seulement que si vous voyez qu'il y a un produit qui est à risque, mais qui n'est pas l'arche, qui n'est pas la sentinelle, vous pouvez encore le mettre, vous pouvez cocher la bonne case qui c'est espèce en risque. Là, il y avait un débat avec les frères anglophones et c'était sur c'est quoi une variété locale, une variété traditionnelle et une variété autochtone. Donc, on vient de définir, et j'espère que cela a bon sens pour vous aussi. Un produit est local ou est devenu local quand il est cultivé localement dans les communautés et s'il est assez facile de trouver les semences auprès de la communauté. Une autre façon de savoir si un produit il est local ou pas, c'est de voir son nom. Est-ce que la variété a un nom exotique, je dirais? Ça veut dire une variété qui s'appelle Hollande ou qui s'appelle, je ne sais pas, je dis un nom qui n'existe pas, mais elle s'appelle Italie. Là, bien sûr, on sait bien que ce n'est pas une variété locale. Ou encore, est-ce que les semences, ils sont faciles à trouver, des semences de ces variétés-là qui ne sont pas commerciales? Cela, c'est une autre bonne raison pour croire que c'est un produit local. Et bien sûr, si on parle de variétés traditionnelles et autochtones, ils sont toujours des produits locaux. Là, il y avait un débat et on a parlé, par exemple, des cas des choux. Parce qu'il y avait des gens qui, par exemple, plaçaient les choux soit comme produit local, soit comme produit, disons, importé. Mais là, toujours la question à se poser, c'est les semences. Est-ce qu'on a des semences de cette variété dans nos communautés? Est-ce que c'est facile de les trouver ou il faut les aller acheter? Et les noms, est-ce qu'on a des noms traditionnels pour ces semences-là? Donc, ça, c'était un peu la règle qu'on s'est donnée pour savoir si un produit c'est local ou pas. Donc, je voulais ajouter encore que si il y a un produit qui était arche de goût et après est devenu sentinelle, dans ce cas-là, on peut cocher bien sûr les deux cases. Donc, un produit qui est soit arche, soit sentinelle. Et après, vu que dans certaines cultures qui sont annuelles, bisannuelles, ça serait difficile de donner les numéros des plantes qu'on a à disposition dans les jardins. Quand je pense au riz, au maïs, il y a des grosses extensions, des grosses parcelles qui sont cultivées avec cela. C'est pour cela que dans les formulaires, on ne demande pas combien de plantes on a, mais on demande une approximation, une idée de ce que c'est la superficie cultivée avec cette plante, cette culture. Donc, vous pouvez dire, on cultive avec le riz un tiers de la parcelle, donc les 33%, plus ou moins. Et aussi, on demande l'usage prévu. Et là, il faut penser à l'usage principal. Donc, on sait qu'il y a des cultures qui ont plusieurs usages qui peuvent être utilisés soit à niveau médicinal, soit pour l'alimentation, ou même l'animal, nourriture, etc. Donc là, on vous demande le principal. Et au cas où, comme dans les autres situations, on a plus qu'un usage, l'usage secondaire, vous pouvez les nommer dans les commentaires aux questions 36. Donc, c'est toujours possible d'ajouter des commentaires, mais pour le tableau que vous voyez, on pense toujours à l'usage principal et aux variétés principales. Est-ce que sur cela, il y a des questions? La seule chose à rajouter, Irène, c'est qu'au cas où vous ne connaissez pas... Ah oui, merci. Oh, vas-y. Non, vas-y, Toulia, n'hésite pas. Vas-y. Au cas où, d'une culture, vous connaissez seulement les noms locaux et vous ne connaissez pas les noms en français, ce n'est pas un problème. Inscrivez les noms locaux. Ça, c'est tout à fait acceptable
si nous, on trouvera la traduction, on va l'échanger dans la banque de données. Si cette culture n'a pas de nom traduit, on va continuer à utiliser le nom local. Merci. Merci à toi. Merci. Je voulais Oui. Tu as fini? Oui, vas-y. Je voulais profiter de ce point vraiment important pour attirer l'attention sur l'objectif primordial de notre jardin Slow Food, qui est de protéger la biodiversité. Donc, les points qui sont ressortis ici montrent que les variétés qui doivent être reproduites dans le jardin Slow Food sont des variétés locales, qui préservent la biodiversité locale et donc qui répond à son rôle didactique, pédagogique, d'éduquer les enfants à la préservation de la biodiversité locale. Donc, quand nous voyons par exemple ici espèces ou variétés importées, ça veut dire que ça ne devrait pas être prédominant dans le jardin, parce que le jardin doit refléter la présence de biodiversité locale. Donc, c'est vraiment un peu formateur aussi cette fiche. On dit que les cultures à appliquer sur les jardins doivent être le reflet de la protection de la biodiversité. Et c'est ça qui fait la différence du jardin Slow Food avec les autres jardins. Tant que nous n'avons pas cet aspect, les gens ne pourront pas faire la différence entre les jardins Slow Food et les autres jardins de la localité. Donc, c'est vraiment important qu'on puisse noter cela et les prendre en compte au cas où ce n'est pas le cas dans certains de nos jardins. Merci bien. C'est juste un petit commentaire. Merci beaucoup, Jean-Marie. C'est précieux ce que tu viens de dire. J'en profite pour souligner quelque chose qui est déjà marqué, mais au tout début, on avait laissé plus d'espace pour nommer plusieurs cultures, donc plus que les 6 espaces que vous voyez. Puis, on a vu que dans plusieurs, bien sûr, on a 6 espaces pour les cultures annuelles et d'autres pour les cultures permanentes. Je peux? Pardon? Ok, j'y vais. En tout cas, mais ce serait très bien. Je vois que c'est une bonne chose d'habiter à côté. Il y a quelqu'un qui... Raza, ton micro n'est pas fermé, ça dérange ici. Raza. Je peux le désactiver, attends. Oui, il faut le muter, sinon... Ok, merci. Oui, non, je disais, mais ça serait très, très bien, on espère de voir ça comme résultat dans les prochains mois et années, qu'il faudra ajouter de l'espace. Donc, pour l'instant, on demande cette douzaine de produits, mais veuillez, s'il vous plaît, ajouter dans la question 36 et 38 tous ceux que vous voudrez ajouter parce qu'ils sont cultivés dans vos jardins. Et on va bien sûr les garder comme information. Et si on va voir qu'il y a besoin de plus d'espace dans le futur parce que nos jardins sont très riches en biodiversité, on va donner plus d'espace dans le formulaire pour pouvoir en écrire. Allô, allô? Oui, Yéo. Oui, je voulais répondre sur ce que Jean-Marie a dit tout à l'heure. Effectivement, nos jardins ont une particularité, c'est la biodiversité alimentaire. Mais il faut reconnaître aussi que dans nos jardins, on peut pas, dans nos jardins, je veux dire que les jardins sont certes des jardins pour la consommation locale, mais les jardins aussi ont un but lucratif. Parce que dans ces jardins, tu vas forcément trouver des variétés importées. Donc, la case où c'est écrit variété importée, je pense que c'est nécessaire quand même de mettre et de faire des sorties au cas où il y a des variétés importées. C'est ce que je voulais ajouter. Oui, Yo, tu as raison, mais il faut dire que, en fait, c'est par abus, peut-être que ça continue chose. En réalité, je veux dire que Slow Food ne fait pas des jardins. Oui. C'est curieux, mais c'est comme ça. Slow Food promeut une philosophie à travers les jardins. Parce que ça doit être bien noté. Parce que si on nous dit cet objectif-là, c'est la philosophie que nous promouvons à travers le jardin. Donc, qu'est-ce que nous voulons viser à travers le jardin? Parce que c'est ça. Puisque le jardin n'est qu'un outil pour nous, pour promouvoir notre philosophie. Ce n'est pas un jardin pour ramasser de l'argent ou chose, mais c'est un jardin pour promouvoir une philosophie. Et cette philosophie, c'est laquelle? C'est la préservation de la biodiversité, c'est l'éducation à la vie, à l'agroécologie, à la vie en symbiose de l'homme avec sa nature, c'est l'éducation des enfants. Donc, si nous ne faisons pas attention, c'est effectivement ce qui s'est passé dans certains milieux où nos jardins se sont transformés en jardins commerciaux.
Et vous savez, quand vous êtes visé sur le marché, vous êtes sûr que vous allez finir par déformer vos activités. Parce que si vous mettez l'accent sur les produits qui font le marché, le jour où, par exemple, vous allez voir que le marché demande beaucoup, vous avez tendance à négliger l'aspect sauvegarde des espèces, l'aspect éducation, pour beaucoup plus tourner vers le marché. Et conséquence, vous risquez de perdre votre objectif premier qui est de promouvoir la philosophie et non du fait du marché. Donc, c'est vraiment important que nous attirons cela pour nos jardins slow food parce que de plus en plus, comme je dis toujours, le projet se développe et aujourd'hui, nous avons besoin de montrer aux gens quelle est la différence du jardin slow food au jardin ordinaire. Je voudrais que si quelqu'un vient, par exemple, à Corbeau et que tu le montres, par exemple, un jardin slow food, il doit, sans même que tu le montres là, quand il visite ton jardin là, il doit dire, ah, yo, vraiment, ton jardin slow food là, il est vraiment atypique. Hein. Je sais que parce que je parle de ce qui est produit dedans là, je vois qu'il est différent des autres. Mais tant que nous n'arrivons pas à le faire ça, ça veut dire qu'en ce moment, nous ne promouvons pas une philosophie qui est vraiment l'objectif premier de notre jardin. Donc, c'est vraiment important que nous puissions attirer l'attention parce que nous voulons que les projets du milieu aient de l'impact. Et c'est la dynamique pour laquelle l'équipe de Slow Food International est actuellement en train de faire le suivi d'évaluation sur la capitalisation sur ces jardins-là. Et je crois que ce point F de culture 3-là, c'est très, très important que nous puissions relever cela. Parce que c'est ça qui va faire la force de notre jardin dans l'avenir. Donc, c'est un peu ce que je voulais attirer l'attention. Vraiment, s'il y a des importés qui peuvent faire du marché, c'est bien, mais il ne faudrait pas que cela prenne le dessus parce que ça va vraiment dénaturer notre objectif. Merci. Est-ce que il y a Alors, je t'avais perdu un moment. Hein. Ah oui, c'est ça? Ok, ben, bon, d'accord, on en parlera dans le groupe WhatsApp. Dans le groupe, il n'y a pas de problème. C'est des questions, c'est des aspects sur lesquels nous allons revenir. Il y a des aspects sensibles avec Samba. Non, ça veut dire que ce que tu dis, je soutiens totalement ce que tu dis. Je dis simplement dans le tableau de ne pas enlever espèces ou variétés importées. Si tu veux, moi, je voulais dire même d'enlever. Ah. D'accord. Sinon, je suis entièrement d'accord avec toi. D'accord, allez-y. Merci. On va poursuivre. On va en discuter dans la plateforme. On va en discuter dans le groupe. Merci. Voilà, merci. Merci à tous. C'est vraiment intéressant. Désolée, mais on avance. Donc, les questions suivantes, je vais les revoir avec vous assez vite parce que s'il n'y a pas de questions spécifiques, je pense qu'elles sont assez compréhensibles. Donc, on a des questions qui veulent savoir plus sur les semences et les matériaux de multiplication végétale. Donc, si vous voulez répondre oui ou non, si les jardins, les semences qu'on utilise dans nos jardins ou les matériaux de propagation, de multiplication, quelle est leur origine, disons. Ça vient des jardins de membres du jardin communautaire, donc c'est leur propre jardin qui contribue au jardin communautaire, ou c'est une production faite à l'intérieur du jardin communautaire. C'est grâce aux échanges avec nos voisins ou par achat avec nos voisins. Est-ce qu'il y a des semences qui sont prises par des boutiques ou des marchés locaux ou par d'autres boutiques et marchés hors du village, hors de la ville? C'est peut-être une origine liée à l'agriculture promue par l'État, par le gouvernement. Peut-être il y a des semences ou des parties de multiplication végétale qui viennent même des plantes sauvages. Ou peut-être il y a une banque de semences dans votre coin. Ou il y a une communauté ou un convient de slow food qui garde et distribue des semences au jardin. Ou il y a peut-être des projets de slow food qui ont permis d'obtenir des semences, des autres jardins jumelés ou autres partenaires. Ça, c'est plus ou moins les cas qu'on se trouve de plus fréquents dans nos jardins, mais bien sûr, comme on a dit, s'il y a d'autres situations, vous pouvez marquer cela dans autres, veuillez préciser. Et il y a aussi la question 40 qui peuvent vous laisser de l'espace pour expliquer mieux sur l'origine des semences dans vos jardins. Après, on arrive aux pratiques de gestion de l'eau et sur cette question,
la 41 et la suivante, 42, 43, 44, je vous demande en particulier de l'attention parce que, comme on l'a dit déjà dans quelques occasions, par email ou dans des rencontres, mais je le répète parce qu'aujourd'hui on est plusieurs et peut-être il y a quelqu'un qui est nouveau à ça. Cette année, l'année 2022, qui est aussi l'année de Terra Madre, comme groupe thématique des jardins potagers, on a choisi de concentrer nos efforts sur deux volets principaux. Un, c'est le suivi et l'évaluation des jardins potagers, et donc comme cette formation rentre dans cet effort qu'on fait d'avoir plus d'informations, d'être plus fort sur nos terrains avec les données qui ont rapport à nos jardins. Et l'autre activité qu'on désire s'impliquer plus, c'est savoir plus sur les techniques de gestion de l'eau dans nos jardins. Cela, c'est très intéressant partout. Il y a des endroits, des régions que traditionnellement ont des gros problèmes avec l'eau et qui ont peut-être plus d'expérience aussi là-dessous. Mais le problème de l'eau, lié surtout au problème aussi des changements climatiques, ça devient de plus en plus stratégique, essentiel aussi dans des endroits où normalement on n'avait pas ces problèmes-là. Même ici en Italie du Nord, par exemple. Mais donc, on a décidé que recueillir plus d'informations sur la gestion de l'eau serait très intéressant pour nous tous et ça nous permet d'échanger beaucoup. Donc, les réponses que vous allez donner sur ces questions-là vont être utiles pour la gestion des jardins et aussi à Terra Madre pour avoir des débats. Dans les formulaires, donc, on demande quelles sont les sources d'eau utilisées dans les jardins et on va vous demander de répondre oui, non à toutes les situations qui ont raison d'être là. Donc, par exemple, le jardin normalement a de l'eau à travers la pluie, à des récoltes de pluie, et ça peut se passer à travers des coups d'étang, etc. S'il y a un puits ou un forage disponible, il y a parfois des plans d'eau saisonnés, comme par exemple des ruisseaux, des étangs ou peut-être des lacs, mais qui sont là seulement dans la saison de pluie, par exemple, donc ils ne sont pas permanents. Tandis qu'à la situation suivante, on voit aussi la présence d'eau en permanence. S'il y a un robinet d'eau publique, si on utilise des eaux grises, donc si on recycle l'eau qui, bien sûr, n'est pas, disons, propre, donc potable, mais qui est propre par rapport aux produits chimiques, disons, qui sont des poisons. Donc, on ne va pas arroser notre jardin avec des lessives, etc., mais qui peut-être ont été utilisés pour laver les mains, pour nettoyer, je ne sais pas, la maison ou la salle de l'école, etc. Si l'eau est taillée ou est gratuite, si c'est grâce au lavage manuel où il y a une pompe à moteur, une pompe solaire, et donc s'il y a de la technologie derrière ça, ou d'autres, et dans ce cas-là, on vous demande de préciser. Oui, oui. Alors, je m'excuse, mais je voulais que vous reveniez sur le slide passé. OK. Vous pouvez dire un mot par rapport à la question des semences. Oui, merci. Nous sommes actuellement sur nos jardins slow food, c'est très, très important. La question des semences est vraiment au centre de tous les débats, toutes les luttes aujourd'hui. Et nous voulons que le réseau slow food en Afrique soit vraiment engagé auprès d'autres structures dans notre pays-là pour lutter pour la défense de la biodiversité, donc de la préservation et de la protection du droit des paysans à leurs semences. Vous savez, aujourd'hui, le marché est envahi par toutes sortes de semences OGM, semences hybrides, semences améliorées. Et donc, il faut faire beaucoup attention quand nous voulons vraiment travailler dans le jardin slow food, de quelles semences nous utilisons. Il
faut que nous soyons beaucoup regardants sur la sélection de nos semences, d'abord qui sont locales, comme je le disais tantôt, parce que notre objectif, c'est de préserver la biodiversité locale à travers ce que nous produisons dans nos jardins. Donc, basé sur les semences locales. Voilà pourquoi Slow Food fait la promotion des échanges entre jardins, des échanges de semences entre jardins et au niveau des communautés, pour vraiment avoir des semences originales, des semences authentiques. Donc, c'est vraiment pour attirer l'attention. Ce n'est pas seulement les gens s'approvisionnent généralement. Au Burkina, nous avons l'habitude, par exemple, parfois de payer des semences, par exemple, en ville, au marché, quand on veut faire des formations. Mais de plus en plus, nous avons décidé de ne plus le faire et permettre que ceux qui sont vraiment au niveau des jardins, par rapport à leur endroit, puissent être capables de mobiliser des semences, être sûr que c'est vraiment des semences authentiques. Aujourd'hui, c'est très, très important et c'est un enjeu très important internationalement. Et donc, je voulais inviter vraiment tout le réseau, en tout cas en Afrique, partout où nous sommes, de resserrer les rangs avec les autres structures pour que nous puissions défendre vraiment l'importance de ces semences, qui sont au-delà de la nourriture, l'identité de nos communautés, l'identité de nos milieux. Donc, ça, c'est très, très important. Et nous voulons vraiment inviter les gens à mettre l'accent surtout sur les semences dont on sait vraiment être originales, être vraiment liées à nos territoires. Donc, je voulais attirer vraiment l'attention sur ça. Merci bien. Merci, Jean-Marie. On passe, merci, à la question suivante qui a rapport toujours à l'eau, mais c'est sur les méthodes d'irrigation et conservation de l'humidité des sols. Parmi les techniques qu'on connaît mieux dans nos jardins, il peut y avoir des bidons d'eau, de l'irrigation goutte à goutte avec tuyaux ou bouteilles. Parfois, il y a aussi des inondations de sillons ou irrigation latérale, donc quand il y a de l'espace à côté des cultures qui est irrigué. Dans les régions les plus arides, on trouve aussi souvent des bocaux intercuites qui préservent l'eau et l'humidité dans le terrain, où il y a des techniques qui sont faites pour l'humidité vraiment comme le paillage, et cela peut être fait par des matériaux vifs, disons, frais, ou des matériaux secs. Il peut y avoir peut-être des brise-vents, et bien sûr la présence d'arbres et l'ombrage qu'ils peuvent donner est aussi une situation qui nous aide pour l'humidité du sol. Il y a d'autres techniques, vous pouvez les préciser et ajouter. Sur ce qui concerne la gestion des sols et la fertilité, je donne seulement une petite précision dans la liste que vous voyez. Donc, les techniques qu'on utilise normalement comprennent peut-être du fumier, de l'engrais vert, du compost. Et parfois, il y a, disons, de la confusion là-dessous et c'est des choses tout à fait différentes. Donc, le fumier dépend, disons, des animaux. C'est, disons, les déchets des animaux qu'on garde à côté. Peut-être on les met tous ensemble dans un endroit. On les laisse refroidir un peu. De toute façon, on laisse du temps pour en avoir assez. Et après, on les distribue. Ça, c'est les fumiers. L'engrais vert, ça peut être des résidus des plantes ou des déchets des plantes. Et donc, dans ce cas, c'est vivant, disons. C'est frais qu'on utilise aussi pour le remettre dans le sol et augmenter la fertilité du sol. Mais quand on parle de compost, c'est autre chose. Le compost, c'est, disons, la combinaison de différents matériaux. Ça peut être aussi l'engrais vert avec du fumier ou différentes typologies d'engrais vert, par exemple, mais qui restent là longtemps. Et la combinaison n'est pas seulement par rapport aux matériaux, mais aussi à la température, aux différentes températures qu'il va avoir dans l'état, disons, des matériaux, qui fait qu'il s'active un processus vraiment de fermentation aussi. Donc, le compost, c'est quelque chose de processé, disons, un produit différent de ce qu'on a mis au début. Pas tout le temps, quand on a du fumier ou du engrais vert, on a aussi du compost. Il y a aussi des façons de faire le compost qui sont différentes et qui peuvent prévoir qu'on remue un peu l'état, qu'on fait différents, différents niveaux de matériaux.
et qu'on les change. Donc, il y a des techniques de compost. Je vous demande pardon, on est un peu en retard, donc je ne prends pas plus de temps sur cela, mais il y a des fiches techniques pour ceux qui en veulent savoir plus, et parmi vous, il y en a aussi qui sont experts sur cela. Parmi les autres pratiques de gestion des sols de fertilité, il y a aussi la rotation des cultures. Donc, quand, par exemple, on prend des légumineuses, une année, on les place dans un endroit, l'année suivante, on place des autres plantes pour permettre au sol de capturer, disons, les éléments nutritionnels les plus appropriés. Les cultures intercalaires, que ça veut dire que dans une parcelle de terrain, dans les jardins, on ne met pas une seule variété, une seule espèce de plante, mais on cherche à en mettre plusieurs entre elles parce qu'on sait qu'en les mettant ensemble, les plantes s'entraident et aussi peut-être cela va, disons, solliciter la productivité. Donc, on a dans un jardin plusieurs variétés, mais chaque variété dans une parcelle différente, cela, ce n'est pas de l'intercalaire. L'intercalaire, c'est quand on a dans la même parcelle différentes plantes, peut-être quelques-unes de taille plus haute, quelques-unes de taille mineure. On a le paillage, on a des planches surlevées ou creuses, les terrassements. Ça se peut aussi qu'il y a aucune entre des pratiques de gestion des sols de fertilité qu'on a mentionnées. On n'est pas obligé, on ne donne pas des notes là-dessous, hein, donc on met seulement ce qu'on est réellement en train de faire dans nos jardins. Si on n'a pas encore dans le stade d'avoir appliqué des pratiques, on marque aucun, et ça va être, disons, la façon pour les coordinateurs aussi de relever les défis et de savoir que dans ce jardin-là, il faudrait peut-être un peu plus de pratiques par rapport au sol et à la fertilité. Je vois qu'il y a la main d'Yvonne et de Bruno levée. Alors oui, on vous donne la parole. Bruno, Yvonne, pardon, Yvonne. Yvonne, on ne t'entend pas? Oui, Tambouani, le micro n'est pas activé. Il faut que la personne active le micro. Le micro n'est pas activé. Donc, on parle avec Bruno en attendant. Je peux parler? Oui. Yo, je peux parler? Donc, vas-y, après toi, Bruno, peut-être, voilà. D'accord, merci. Je souhaiterais que les planches surélevées ou creuses soient séparées, qu'on fasse une colonne pour les planches surélevées et une colonne pour les planches creuses. Parce que ces planches, en fonction des périodes, on définit ces planches en fonction des périodes. Lorsque nous sommes en saison des pluies, c'est des planches surélevées que nous faisons. Et lorsque nous sommes en saison sèche, c'est les planches creuses que nous faisons. Donc, je souhaiterais que ces deux planches-là soient séparées. Voilà un peu ma situation. Ok, merci, Yo. Merci, c'est bien. Bruno? Allô? Oui, allô, vous m'entendez? Oui. Allez, vous m'entendez? Oui, champion, vas-y. Oui, culture intercalaire, c'est par exemple, le haricot est planté par exemple dans le manioc. Le manioc fait une année pratiquement, le haricot c'est 2 mois, 3 mois au parti. Donc, mais au lieu de mettre culture intercalaire, est-ce qu'on ne va pas parler en termes d'association de culture? Okay. Oui, c'est l'association de culture, oui. Voilà. Oui. Voilà. Est-ce que vous préférez qu'on utilise l'association de culture comme définition? Oui, c'est le plus populaire en tout cas. Ok. Association de culture, c'est plus populaire. C'est ça, c'est plus populaire, association. Culture associée. Noté, merci beaucoup. Merci, champion. Ouais. Parfait. Merci. Ok. Donc là... je peux poser une question? Oui. 45H, terrassement, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Terrassement. Je n'ai pas compris, pardon. Terrassement. 45A. Ah, les terrassements. 45H, voilà, terrassement, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Les terrasses, Irène, peut-être
Le terrassement, c'est la technique de bâtir des terrasses sur les pentes, surtout en montagne, sur des collines raides. Donc, on bâtit des terrasses qui servent à maintenir le sol sur place. Ah, OK. Ok, ok. Bon, ça, c'est des montagnes de l'Italie. D'accord, je Tu n'as comprends. pas ça à Koro. Tu n'as pas ça à Koro là-bas. Non, Tu n'as pas ça à Koro. ouais, je passe à Koro. Non, par exemple, en Afrique de l'Ouest, au Cap-Vert, Voilà. on utilise beaucoup le terrassement parce que c'est plein de montagnes très raides. Ouais, c'est ça. Faire des petites terrasses. Ouais. Ok. Koro n'a pas, et on n'a pas ça à Koro. Donc non, non, on n'a pas ça à Koro. Ok. Non, je crois pas. Merci. Ok, merci. Okay. On avance. Attendez que je mette toujours des mondes. OK. OK, donc, on vient donc là aux pratiques de lutte ravageurs et des maladies. Il y en a plusieurs, et bien sûr, ici aussi, on peut cocher les cases, tous les cases qui sont appliquées dans nos jardins. Donc, si on utilise des cendres, ou si on utilise des macérations, et là, des macérations souvent sont faites avec du piment fort ou de l'ortie ou de l'ail. Parfois, il y a des préparations avec les savons, et si vous faites des préparations de savon et cendres, vous allez cocher soit cendre, soit savon. Ou il y a des jardins où on utilise l'extrait de différentes plantes. Donc, si on est capable d'extraire de l'aloe vera ou du tagette, du nîmes, d'oignons ou d'autres plantes. Et parfois aussi, il y a des pièges pour des animaux. Ici, on a marqué les rongeurs. Si vous en avez d'autres, vous pouvez utiliser la ligne précisée. Et par contre, presque partout dans nos jardins, on a des clôtures contre des animaux errants. Ou des animaux qui sont, disons, élevés à côté du jardin et qui, bien sûr, ne doivent pas y marcher dedans. Si aucune pratique est appliquée, on coche aucune. Et peut-être pour les coordonneurs aussi, cela, c'est une indication sur quoi aller travailler dans les mois suivants. On continue. La dernière question qui a rapport, disons, vraiment aux activités dans le jardin, les activités pratiques avec la main dans le sol, etc. C'est si dans notre jardin, soit scolaire, soit communautaire, on utilise un journal utile pour enregistrer tout ce qu'on fait dans les jardins, spécialement pour se rappeler les dates de plantation, quand on a appliqué certaines macérations, par exemple, si on a eu des problèmes, quel est le problème quand il est arrivé, etc. Donc, tout ce qui peut être utile, l'histoire du jardin, pour mieux le gérer et pour aussi voir quand il y a des choses qui se répètent dans le temps. Et aussi, peut-être dans le journal, on garde aussi une note des décisions prises par le groupe communautaire ou par les participants du jardin scolaire. Sur cela, s'il n'y a pas de questions, je propose de continuer parce qu'on a vraiment seulement plus 10 minutes maximum. Et je passe la parole à Tulia. Et merci bien. Merci Irène. Bon, on reprend avec les objectifs du jardin. Ici, on a modifié la question. Vous savez, il faut cocher les niveaux d'importance de chacun des objectifs qu'on a identifiés. Donc, on parle de la quantité ou de la qualité des aliments, si les aliments sont utilisés pendant la période de soudure ou au cas de sécheresse ou d'inondation, où ça sert à économiser de l'argent, et ensuite. Donc, ici, on a vu que normalement, la question est très bien comprise. Bruno, est-ce que vous pouvez fermer votre micro?
Merci. Donc, normalement, ici, je ne vois pas de problème. Je vais un peu vite à cause du temps, mais s'il y a des questions, veuillez, s'il vous plaît, soulever votre main. Un élément, une question importante, un aspect important, une des options parmi les objectifs, c'est inciter les membres à créer leur propre jardin. Donc, dans la question ouverte suivante, on vous demande d'indiquer au cas où vraiment les jardins communautaires ou les jardins scolaires servent d'exemple pour les membres ou pour d'autres personnes qui ne participent pas nécessairement des jardins, d'indiquer combien d'autres jardins à niveau de ménage ont été développés, ont été installés. Donc ça, c'est une information importante pour comprendre le niveau d'expansion du modèle du jardin Slow Food. Gouvernance du jardin. Ici, on vous demande d'indiquer les prénoms et noms de famille des des personnes qui ont des rôles formels dans les jardins. Donc, dans les jardins communautaires, c'est les responsables, les secrétaires, les trésoriers, les conseillers, les magasiniers, les présidents, les coordinateurs ou coordinatrices et autres options. Dans le cas des jardins scolaires, le directeur ou la directrice, les coordinateurs ou coordinatrices, les porte-paroles et d'autres options. On vous demande aussi d'indiquer les genres de ces personnes-là et leur âge. Normalement, on a vu que c'est une question relativement facile qui ne présente pas de problème. Quand on parle de la gestion du jardin, par contre, il y a des options qui, ici aussi, ne sont pas, qui sont mutuellement incompatibles. Donc, au cas des mécanismes de prise de décision dans les jardins scolaires ou communautaires, alors tous les membres participent aux décisions sur les cultures à cultiver et comment. Et tous les membres participent aux décisions sur la destination et la distribution des produits. Si vous cochez oui à ces deux options, normalement, il ne devrait pas être possible oui aussi à l'option chaque membre décide seul ou un petit groupe quelle culture cultiver et la destination et la distribution des produits. Au cas où ces trois options, vous répondez oui à toutes les trois, veuillez s'il vous plaît donner des explications dans la dernière question. Même chose pour l'organisation du travail dans les jardins. En principe, soit tous les membres travaillent ensemble selon le planning, ou chaque membre ou ménage travaille dans le jardin comme il ou elle le souhaite. Mais si les deux options se vérifient en même temps dans votre jardin, s'il vous plaît, donnez-nous des explications. La dernière de ce type de questions, c'est sur la destination et la distribution des produits du jardin. C'est une question assez complexe. Donc, finalement, on a décidé de la séparer en deux tronçons, en deux parties. Les trois premières options auront une réponse en pourcentage dépendant de l'utilisation de la production. Les produits sont utilisés par les familles membres, les produits sont vendus pour générer des revenus pour les jardins, ou bien les produits sont utilisés pour des événements de démonstration. La somme des trois pourcentages doit être 100%. Donc, par exemple, 20% utilisés par les familles, 50% vendus, 30% pour des événements. Les autres options, ce sont des options à cocher oui ou non, et c'est sur la destination, donc sur comment ils sont distribués, à part égale ou selon le temps travaillé,
ou sont vendus pour générer des revenus pour d'autres activités scolaires ou communautaires, ou sont reversés aux familles des membres ou de la communauté qui en ont plus besoin, qui sont les plus pauvres. Oups. La question suivante concerne les options des événements et des formations. Donc, le type de matériel de formation auquel le jardin a accès, que ce soit un matériel de formation en papier ou en ligne, des slow food ou d'autres organisations, ou la fréquence d'utilisation. Ici, on a organisé des formations au jardin, ou c'est le jardin utilisé comme zone de formation aussi soit pour l'école locale, dans le cas du jardin communautaire, ou pour d'autres écoles dans le cas du jardin scolaire. Comme on disait hier, malheureusement, on a dû rajouter une question sur les effets de la pandémie du COVID-19 sur le jardin. Donc ici, vous devez cocher si les travail, la production, le revenu ou l'apprentissage a continué comme d'habitude, a été réduit ou s'est complètement arrêté. Par rapport à ceci, on espère de pouvoir enlever cette question plus tôt que tard, dans les prochains futurs, plutôt que dans les futurs lointains à distance. Mais ce qu'on voudrait que vous réfléchissiez aussi, c'est s'il faut qu'on rajoute une question similaire par rapport au changement climatique. Donc, peut-être vous pouvez discuter de ça parmi vous et nous faire savoir s'il faudrait rajouter une question sur les effets des changements climatiques sur le jardin. La question suivante concerne les défis que les jardins scolaires doivent affronter. Alors, celle-ci, c'est une question importante qu'il faut discuter les réponses avec tous les membres du jardin communautaire ou toutes les parties prenantes dans le cas du jardin scolaire. Normalement, on a vu que les réponses sont relativement cohérentes, donc je ne crois pas que cette question présente des problèmes, mais on peut voir maintenant, une fois qu'on a fini la discussion. Et la dernière question, qui est importante, celle-ci aussi doit être discutée avec tous les membres du jardin communautaire et toutes les parties prenantes du jardin scolaire, c'est le type d'appui que le jardin veut recevoir et l'importance de ces différentes options en termes de recevoir appui de la part des slow food. Donc, on a proposé 5 options différentes. Peut-être il y en a d'autres, il faut les rajouter. Et ici, il faut dire si c'est très important, assez important ou pas important du tout. Alors, on a terminé les questions de F2. On n'a pas vraiment beaucoup de temps, mais on peut recueillir des questions sur F2 et sur ce qu'on vient de montrer. Oui, j'en profite une seconde seulement pour ajouter une chose que j'ai oubliée tantôt à la question 51, je pense c'était. J'avais oublié de souligner l'importance de cela. 51, oui. Une information très utile qui démontre les accès de nos jardins, de notre projet aussi. Je l'ai parlé, Irène. Ah, tu l'as dit? Ok, excuse-moi, je l'ai perdu. Bon, merci, excusez-moi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon pour moi. Merci, Bruno. Bravo, merci beaucoup. Merci à vous. Oui, je crois qu'en tout cas, le temps nous a permis quand même de faire un long parcours. Il devrait vraiment être bien situé pour chacun de nous. Comme je dis, cette présentation a même ça une formation qui couvre la typologie des jardins slow food. Ça, c'est important. Oui. Ça peut aller. OK. Bravo, présentatrice. Allô? Le travail est fait grâce à vos contributions. Hein? Allô? Oui?
Vraiment, je voulais féliciter la présentatrice. Sans être une agronome, je pense qu'elle s'est en sortie. En tout cas, oui, vraiment toutes mes félicitations. Merci, Yeo. OK. Peut-être qu'elle est agronome, mais tu ne sais pas. Ah, mais elle a dit qu'elle n'est pas agronome, hein? Mais elle s'est bien en sortie en tout cas. Bonjour, Yeo. Oui, bonjour. Comment ça va, Guillaume? Bon, très bien. Merci. D'accord, il y a Guillaume qui veut la parole. Oui, en tant qu'à l'image des autres, vraiment dire merci à tous les participants. Cher Jean-Marie, je pense que à la rencontre de mardi, on va essayer d'aller un peu plus en profondeur. Tout à fait. Ouais. Parce que comme tu sais, avec les interférences linguistiques, elle a parlé, mais avec la connotation trop italienne là, on a perçu un peu, c'est dire un peu difficilement. Oui, l'accent. Quand on va se voir, tu vas mieux nous expliquer un peu plus en profondeur, quoi. Pas de soucis. Une organisation, au début de la semaine prochaine, on va vous envoyer les formats en Word révisés. Et ici, lundi aussi, on va faire les changements dans la version en Confluence. Donc, disons qu'à partir de mardi prochaine, vous pouvez recommencer à soumettre vos formulaires. Merci beaucoup. Remplir les formulaires. OK, c'est bien pris. C'est bien pris. Merci beaucoup. Et puis, merci beaucoup et tout le monde. Bravo à tout le monde aussi. Merci, Jean-Marie. Merci à vous de toutes les interventions. D'accord. Alors, je vous remercie en nom aussi du Bureau Afrique de Slow Food. Merci à Tulia pour le gros travail. Merci à Brian, qui est le nouveau stagiaire qui nous aide à recueillir les informations et à travailler sur les données. Et bon, ciao Brian, on va partager les informations la semaine prochaine. Irénée, je voulais un mot. Oui, je laisse la parole à Jean-Marie quand il va terminer. On termine là. Merci. D'accord, merci beaucoup. Merci encore à tous pour vraiment la patience. Ça a été un peu long, mais je pense que ça valait le coup pour nous permettre de mieux comprendre. Je voulais tout simplement dire que dans la dynamique actuelle du réseau, nous avons essayé de créer ce que nous appelons les groupes thématiques. Et nous avons le groupe thématique Jardin Potager avec des points focaux dans les différents pays, avec les coordinateurs nationaux aussi. Donc, l'autre souhait, c'est vraiment que ce que nous avons appris avec cette formation, au niveau de chaque point focal, on puisse vraiment le répertorier dans nos différents pays pour appuyer vraiment afin que le travail de remplissage soit bien se passer. De toutes les façons, avec le groupe thématique Jardin et Éducation, en tout cas, on aura encore à approfondir beaucoup pour qu'on puisse s'appuyer pour que le travail sur le terrain, parce que l'objectif final de cette formation, c'est que les fiches sur le terrain soient bien remplies et que nous puissions beaucoup capitaliser sur le beau travail que chacun de nous fait sur le terrain. Donc, en tout cas, merci à tous vraiment pour cette participation. J'ai noté 30 participants et je crois qu'on est tous là. On est à 27 actuellement. Je crois que tout le monde est resté jusqu'à la fin. C'est vraiment formidable. Et merci aussi à la technique qui a permis que beaucoup soient là, parce que ce n'est pas évident. Donc, merci beaucoup et on est ensemble. Merci. Irène, merci. Merci à toutes et à tous. Merci à tous. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. On peut activer les choses. Au revoir à tous. Activer les caméras. On va prendre une image. Activez la caméra que Jean-Marie veut ça. Oui, je vais prendre une image là. Activez les caméras tout de suite. Une minute là. Voilà, une minute. Attendez que j'active ma caméra. On va voir les beaux visages comme celui de certains. À bientôt. Merci. Voilà. Oui, les jeunes. Fabrice, c'est là. Hein? Ah oui, super. Ah oui. Il y en a qui ne sont pas encore activés, mais bon, on va voir. Voilà, c'est vraiment intéressant d'être en famille sur le foot. Merci, et voilà, bye bye à tout le monde. Bye. Et on garde le contact. Hein. Merci beaucoup. Oui, oui. Merci. Ouais. Ciao. Merci. Ciao, ciao. Merci. Ah,